Nous sommes au centre de recherche du CEA à Grenoble. C'est ici que devrait voir le jour dans quelques années le premier ordinateur quantique européen à base de silicium. C'est le mot silicium qui fait toute la différence. C'est la mission que se fixe la start-up Sequans, créée officiellement le 29 novembre 2022. Rencontre avec ses cofondateurs. Bonjour Maud Vinet. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de la start-up Sequans, donc, qui vient d'être lancée par le CEA, le CNRS. Alors, si on a bien compris, Sequans va inventer l'ordinateur quantique du futur, l'un des ordinateurs quantiques du futur, à partir d'une technologie très particulière. Vous allez utiliser les semi-conducteurs, vous allez nous expliquer ça. Juste avant, est-ce qu'on peut reposer un peu les choses sur la table, rappeler un petit peu ce que c'est finalement qu'un ordinateur quantique ou l'informatique quantique ? Alors l'informatique quantique, c'est l'informatique qui utilise les principes de la physique quantique pour faire des calculs qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ça s'adresse à une classe particulière de calculs, c'est des problèmes complexes. Et ce que pourrait permettre l'informatique quantique, c'est vraiment d'étendre le champ du numérique dans le domaine du calcul, par exemple en résolvant des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. Je vais prendre 2 exemples. Dans la chimie, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de calculer des conformations de protéines. Et là, on arriverait à calculer des énergies de liaison qui nous permettent de savoir comment ces protéines elles vont s'attacher. Et donc, ça trouve des applications dans le calcul des engrais, par exemple, ou dans le calcul des médicaments pour aller plus vite sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'ordinateur quantique, c'est l'ordinateur du futur qui sera beaucoup plus puissant que les ordinateurs actuels, mais qui ne fonctionne pas du tout comme les ordinateurs actuels ? C'est-à-dire que le cœur ne fonctionne pas comme les ordinateurs actuels, néanmoins, on a acquis la conviction qu'il faudra quasiment un petit ordinateur à côté de cet ordinateur, de cette puce quantique, un petit ordinateur actuel pour implémenter, pour le faire fonctionner, implémenter les algorithmes, générer les signaux qui permettent de faire fonctionner le cœur. Et au cœur, on aura une physique qui est pas du tout comme habituellement. Ouais. Alors justement, donc c'est les fameux qubits, Exactement. Des espèces de bits informatiques qui peuvent se retrouver dans plusieurs états à la fois. C'est exactement ça. Un bit quantique, c'est un bit qui possède la propriété de pouvoir en état de superposition, c'est-à-dire qu'il peut être, il a statistiquement la possibilité d'être dans plusieurs états à la fois. Et il a une autre propriété, c'est qu'il peut s'intriquer avec son voisin ou avec plusieurs voisins. Et s'intriquer, ça veut dire qu'il a la possibilité de former un système unique constitué d'objets individuels. C'est la raison pour laquelle Alain Aspect a reçu son prix Nobel au début du mois. Il a mis en évidence le fait que si on touchait d'un côté, l'autre côté réagissait en conséquence, etc. Exactement. Il a démontré des inégalités qui prouvaient le fait que l'intrication pouvait être implémentée dans des systèmes physiques. Alors, parlons un peu plus précisément de Sequans, Maud Vinet. Particularité, cet ordinateur quantique ne sera pas construit comme ceux qui sont en train d'être mis au point par d'autres startups françaises, Pascal, Candela, Alice Ebol, etc. Vous allez choisir une autre voie. Vous allez réutiliser en quelque sorte le silicium qu'on connaît déjà aujourd'hui dans les ordinateurs actuels. Exactement. Aujourd'hui, la voie de Sequans, c'est de mettre à profit toute la puissance de la microélectronique. La puissance de la microélectronique, elle a 3 atouts. Elle sait fabriquer beaucoup d'objets, elle sait les piloter. On sait aujourd'hui implémenter des logiciels et des algorithmes grâce à nos transistors. Et puis, elle sait fabriquer des bits quantiques qui sont de bonne qualité. Donc, notre pari pour construire un ordinateur utile, parce qu'on veut construire un ordinateur utile, il faut beaucoup de qubits et c'est dès le début de se mettre dans une technologie qui sait passer à l'échelle, d'où la microélectronique. Vous avez dit des qubits de bonne qualité, ça aussi c'est une notion qu'il faut un petit peu préciser, c'est-à-dire que le gros problème c'est les perturbations dans le quantique. Exactement, l'état quantique il est fragile et on perd les propriétés quantiques si on est trop en lien avec l'environnement. Donc il y a tout un jeu d'optimisation entre faire
bit quantique qui est complètement isolé de l'environnement et qui va être excellent. Mais en même temps, ce bit quantique, on veut lui faire du calcul. Donc, il faut le lier à l'environnement pour pouvoir le contrôler. Et donc, le silicium montre un super compromis entre la relation à l'environnement et son isolement. Il est dans une taille intermédiaire qui fait qu'il a fourni des bits de bonne qualité qu'on peut néanmoins manipuler pour faire du calcul. On parle évidemment de l'infiniment petit quand on parle de ça. Alors, comment est-ce que vous allez faire ? On est ici à Grenoble, donc au cœur du CEA. Votre start-up est créée conjointement par le CEA et par le CNRS, donc on sent bien que l'importance de la recherche scientifique derrière tout ça. Exactement. Aujourd'hui, le calcul quantique, quel que soit le système dont on parle, ça reste des sujets de recherche qui sont ouverts. Néanmoins, dans le semi-conducteur, il y a aujourd'hui des preuves de concept. On a confiance dans la technologie et donc il est temps de passer à la phase d'industrialisation pour incarner le potentiel scientifique. Néanmoins, on s'adosse et on reste appuyé au CEA et au CNRS pour traiter en anticipation les questions de recherche qui restent sous-jacentes. Oui, beaucoup de questions de recherche. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes ou vous allez être confrontés ? Alors aujourd'hui, il reste des questions de recherche pour savoir ces qubits, quels sont exactement les mécanismes de l'environnement qui vont dégrader la qualité. Donc CEA et CNRS, ils vont continuer à affiner la compréhension qu'on a des interactions avec l'environnement pendant que nous, on fait monter en maturité avec ce qu'on sait et on implémentera les découvertes scientifiques dans nos systèmes. Donc ça, c'était un des exemples de questions de recherche qui restent. Après, il y a des questions de recherche sur la meilleure manière dont on va faire interagir ces qubits ensemble. Et ça peut se démontrer à petite échelle dans les laboratoires de recherche et nous, on prend en charge l'industrialisation et l'implémentation. Et à terme, votre ordinateur quantique, à quoi est-ce qu'il ressemblera ? Alors, je vais montrer avec mes mains, ça se passe pas bien à la radio, alors on ferme les yeux et on imagine une grande armoire, quasiment une armoire normande, dans laquelle il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Il y a notamment un cryostat. Un cryostat, c'est un grand frigo qui permet de descendre proche du zéro absolu. Et à côté de ce cryostat, on a un rack. On a un rack d'instrumentation dans lequel on a posé des instruments qui permettent de générer les signaux électriques qui descendent dans le cryostat pour piloter les qubits. Et on a des fils qui partent vers l'extérieur pour se relier au cloud et interfacer cette machine. Oui. Et au cœur du truc, j'ai envie de dire, il y a un processeur que vous allez créer qui ressemblera peu ou prou au processeur d'aujourd'hui finalement. Oui, exactement. En fait, si je vous donne un processeur quantique à comparer avec un processeur classique, vous n'allez pas voir la différence. C'est une puce de la microélectronique et notre petit module quantique, notre circuit intégré quantique, ça ressemble ni plus ni moins à une carte mère d'un ordinateur. C'est tout ce qu'il y a des choses que vous avez déjà vues. Ouais, mais à l'intérieur, c'est très différent. Mais à l'intérieur, ça ressemble. C'est qu'on le met dans un régime, en le descendant à basse température, on le met dans un régime où la physique est très différente. Et donc, c'est sur cette différence de fonctionnement qu'on va jouer. Et pourquoi la physique, elle est très différente à basse température ? C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on diminue la température, on éteint des énergies caractéristiques. L'énergie thermique, elle s'efface et elle laisse place à des comportements quantiques. Bonjour Tristan Meunier. Bonjour. Vous êtes le CTO de Sequans. Alors on est ici au cœur Alors en fait on est dans un laboratoire du CNRS. Quel va être le processus exactement pour arriver peut-être un jour à créer un ordinateur quantique ? Je peux commencer par vous raconter qu'est-ce qu'on fait au jour le jour, aujourd'hui, le processus de la puce quantique, de sa création jusqu'à sa mesure. Donc, ce qu'on fait, comme vous l'avez vu, on commence à fabriquer en salle blanche, avec la salle blanche que vous avez visitée auparavant, les salles blanches 300 mm, qui sont des salles blanches quasi industrielles, compatibles avec ce qui se fait dans les grandes fonderies telles que ST ou Global Foundry. Ces puces, ensuite, elles vont être testées, caractérisées pour savoir si elles ont de bon fonctionnement. Exactement
exactement comme si vous le faisiez pour un jeu électronique ou un téléphone portable. Ou un téléphone portable. Vous allez juste vérifier si les fonctionnalités sont présentes. D'accord. Parce que les puces en question qui sont fabriquées dans les salles blanches, c'est les mêmes que celles qu'on trouve dans les smartphones, etc. Alors c'est pas exactement les mêmes. Elles ont des spécificités. C'est tout dans l'architecture, dans la façon dont vous allez créer les différentes fonctionnalités. Mais la technologie qui est mise en place, elle est vraiment similaire. Et une fois que vous avez testé en fait et vérifié que toutes les fonctionnalités étaient là, eh bien vous allez devoir pour pouvoir tirer parti du calcul quantique, tout simplement les mettre dans un environnement à très basse température pour préserver les propriétés quantiques. Et donc vous les mettez et vous les connectez avec un certain nombre de câbles pour pouvoir activer le processeur quantique. Donc lui envoyer les informations, le programmer et en réponse, le processeur quantique va vous donner des signaux que vous allez devoir analyser. Très basse température, c'est quoi ? Très basse température, donc nous, on a l'habitude de travailler par rapport au zéro absolu, moins 273,1 degrés. Ici, on est à 1/100 de degré au-dessus du zéro absolu. C'est des températures qui sont assez facilement aujourd'hui accessible, en particulier dans un environnement comme le nôtre, qui nécessite d'avoir des grosses machines, mais qui vont rendre le calculateur quantique pas accessible dans les smartphones, bien sûr, mais qui vont être compatibles avec des centres de calcul, ce qui est le but avoué de ce genre de technologie. On fait ça avec quoi ? De l'hydrogène liquide ? Alors non, c'est de la... Oui, alors donc non, pas de l'hydrogène liquide, parce que l'hydrogène liquide, on aurait pu, mais c'est pas le cas. Non, on prend de l'hélium liquide qui est moins explosif, on va dire, qui demande moins de sécurité, et simplement en faisant circuler cet hélium, eh bien, dans des conditions particulières de pression, vous allez pouvoir refroidir. Ils ont un pouvoir calorifique très très important à très très basse température, aux alentours de 1 K, ce qui nous permet d'extraire la température de ces systèmes et d'extraire la chaleur de ces systèmes et de les refroidir en conséquence, comme dans un frigo normal. Mais c'est au lieu d'utiliser des liquides de refroidissement comme vous avez l'habitude dans les frigos, nous c'est un liquide de refroidissement un peu particulier qui coûte un peu plus cher, mais à la fin c'est le même principe. Et ça, c'est uniquement pour tester, pour la mise au point, ou bien ça veut dire que demain, l'ordinateur quantique, ce sera un frigo ? Ah non, demain, pour pouvoir calculer, il devra être à basse température, donc ce sera un frigo. Donc c'est la machine qu'on envisage pour tous ces systèmes de la matière condensée qui nécessitent de descendre en température pour faire des processeurs quantiques, va nécessiter la présence d'un cryostat, quel qu'il soit d'ailleurs, à dilution ou à pompage d'hélium 4. Il y en a différentes sortes suivant les températures que vous voulez accéder. La particularité de notre système, c'est qu'on n'est pas très demandeur. On peut travailler à un peu plus haute température que d'autres systèmes, ce qui nous donne plus de facilité pour pouvoir intégrer des fonctionnalités à nos systèmes quantiques. Alors là, on est à côté d'une espèce on dirait une sorte de gros chandelier doré, qui est devenu presque un signe de reconnaissance aujourd'hui des ordinateurs quantiques. Et puis à la pointe, il y a une puce, il y a une toute petite carte électronique et une puce. Il est là-dedans, votre qubit ? Tout à fait, c'est ça, c'est exactement là, on l'environne. Vous avez vu ce circuit électronique qui nous permet d'ingénierer en quelque sorte les signaux qu'on va amener sur la puce quantique, et tout au bout de ces lignes d'amener de signaux, eh bien vous avez effectivement la puce quantique qui va recevoir ces signaux et en émettre, et on va les collecter à travers ce processeur. Donc c'est vraiment en fait le processeur quantique fait partie d'un environnement électronique, et on va pousser ce concept jusqu'au bout. Nous, notre vision, c'est d'avoir l'ordinateur quantique avec l'ordinateur classique autour, à la même température, à basse température, et de les faire fonctionner ensemble. Là, il y a un qubit. Votre objectif à terme, c'est d'arriver à 100 000 qubits, avec plusieurs étapes au passage. Comment ça va se passer ? Ça va être un long processus. Aujourd'hui, on va tirer parti de cette technologie de silicium pour pouvoir essayer d'augmenter la taille des qubits progressivement. Il n'y a pas uniquement la taille, le nombre de qubits qui est important, il faut que ce soit reproductible pour faire des bonnes machines. On le sait par notre expérience avec ce qui se passe dans les technologies de la microélectronique. Il faut de l'efficacité, de la fiabilité, de la reproductibilité. Et tous ces systèmes-là vont, à partir du moment où on aura démontré une reproductibilité nécessaire, on pourra les scaler assez facilement. Notre spécificité, c'est qu'une fois qu'on a démontré qu'on est capable de les faire, les réaliser à grande échelle, on sait déjà faire. Merci Tristan Meunier, CTO de Sequans.
Maud Vinet, CEO de Sequans. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui qu'on pourra faire avec le quantique ? Un grand champ, ce sont les calculs de nouveaux matériaux. Et là, je vais parler de notre système semi-conducteur. Le système semi-conducteur en particulier, il permet d'implémenter un modèle mathématique qui s'appelle le modèle de Fermi-Bard et qui pourrait être utilisé pour concevoir des matériaux supraconducteurs à température ambiante. Et les matériaux supraconducteurs à température ambiante, ça veut dire qu'on dissipe plus d'énergie quand on fait circuler du courant, on n'a plus des grille-pains, et donc on gagne un paquet d'énergie quand on va aller distribuer l'énergie dans toutes nos lignes à haute tension. Oui. C'est une des premières, c'est un exemple, mais ces gros calculs de matériaux, de design de matériaux vont trouver un essor formidable avec le calcul. Grâce à cette vitesse de calcul qui fera un bond, en fait. Exactement. On passera de quoi à quoi ? La quantification, là encore, elle est super difficile parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse vont fonctionner nos machines. Donc aujourd'hui, on est quand même limité, on parle en termes de potentiel. Pour vous donner un exemple, la seule molécule aujourd'hui qu'on sait calculer de manière exacte, c'est l'hydrogène. Donc c'est le 1 dans la table de Mendeleïev. Et ensuite, on est tout de suite obligé de faire des approximations. Mais ces approximations, elles sont plus ou moins précises. Et le calcul quantique permettra de calculer des molécules plus précises. Mais pour faire ça, il faut à peu près 4000 qubits parfaits. Et on a du travail, c'est pour ça qu'on lance Sequans. Il faudrait 4000 qubits parfaits. Et là, vous en avez un aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'a pas un qubit parfait, on a un qubit. On a le potentiel à en faire beaucoup. Ouais. Et pour faire un qubit parfait, on va utiliser plusieurs qubits qui vont corriger l'erreur. Et donc, on arrive comme ça à augmenter la perfection de nos qubits. Et une fois que vous aurez réussi à en faire un parfait, il sera facile d'en faire 4000 ? Eh ben, avec la technologie, c'est toute la force et c'est tout notre choix. J'adore cette question. Parce que c'est ça qui légitime l'approche. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a démontré qu'on sait en faire un, c'est drôlement facile d'en faire plus parce qu'ils sont tous là sur la plaque de silicium et sur le circuit qu'on a fabriqué. Et donc, l'enjeu qu'on a ensuite, c'est de les faire fonctionner ensemble. C'est ça qui vous différencie des autres voies qui ont été prises pour fabriquer des processeurs quantiques. Exactement. Les travaux d'ingénierie de mise à l'échelle, ils sont quasiment évidents. On s'attaque maintenant aux problèmes de physique et de faire fonctionner ensemble ces qubits. Les problèmes d'ingénierie et de mise à l'échelle sont à une autre échelle. Ce sera pour quand, cet ordinateur quantique ? C'est difficile de répondre à votre question. Aujourd'hui, on a des roadmaps de développement pragmatiques au niveau des étapes technologiques à passer. On sait que d'ici 2 à 3 ans, on aura des prototypes à fournir. On fait l'hypothèse que ça va prendre un peu de temps d'avoir un ordinateur quantique universel qui résolve tout le potentiel, qui permet d'accéder à tout le potentiel, mais on va le faire pas à pas et de manière incrémentale, on va augmenter la puissance de notre ordinateur. Donc pour résumer, d'ici 2 à 3 ans, des prototypes et ensuite, tous les 2 ans, des nouvelles releases au niveau de la puissance. Donc on sent qu'il y a vraiment une course qui est mondiale en plus. Et à l'arrivée, il y aura quoi ? Il y aura un gagnant ou bien toutes ces technologies différentes finalement cohabiteront parallèlement ? Alors, difficile, là c'est un exercice de boule de cristal, difficile de parler de manière affirmative. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est regarder un peu derrière et puis faire des analogies. Quand on regarde les historiques de développement des technologies, il reste généralement plusieurs compétiteurs sur une technologie qui sont à différents endroits dans le monde. Et puis ensuite, on a une concentration au niveau des performances. Il y a des normes et des standards qui s'imposent et ça consolide l'industrie. Le quantique, il n'en est pas là actuellement. Il va falloir qu'il fasse des machines qui fonctionnent pour commencer. Maud Vinet, est-ce qu'on peut parler un peu d'un aspect non négligeable, et notamment par rapport à cette course internationale, c'est la question de la souveraineté technologique. On sait que le quantique, aujourd'hui, c'est super important pour tous les pays qui se lancent là-dedans, parce que y a peut-être ceux qui auront des avantages, et puis on n'a pas le droit d'être en retard, en fait. Exactement, on voit quand on fait un rapide tour du monde, tous les pays qui ont les moyens ont lancé des plans nationaux stratégiques au niveau du quantique. Effectivement, le potentiel est tellement grand en termes d'application
que ça crée des enjeux souverains au niveau technologique, scientifique, voire de sécurité. Et donc, c'est dans cette course-là qu'on se situe. Et en France, on s'appuie sur le plan national quantique qui a été lancé officiellement en 2021 par le président Macron et qui donne à l'écosystème quantique français, qui est au corps de l'Europe aussi, donne un vrai potentiel de réussite et d'aller concrétiser nos premières scientifiques. On est très bien placé au niveau des premières scientifiques et d'aller transformer ces premières scientifiques en leadership technologique qui se traduira en souveraineté dans le numérique. Mais quand on parle de souveraineté, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est de la souveraineté pour garder un avantage économique, ou bien il y a des questions derrière ça de défense, de militaire, de secret pour toutes les industries, etc. On parle de tout. En fait, on parle de tous les domaines. La souveraineté au niveau technologique, c'est d'être aussi fort que dans le numérique, c'est de devenir aussi fort que les États-Unis ou l'Asie pour redevenir à équilibre des discours et pouvoir rétablir un équilibre des forces. Ça, c'est d'un côté. Ensuite, on parle des applications de la défense. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les militaires, ce sont des gros consommateurs de calcul intensif. Le CEA, notamment, héberge les gros calculateurs français, les gros centres de calcul français. Et donc, à ce titre, il y a aussi des enjeux de souveraineté au niveau de la défense, tant au niveau des problèmes à résoudre que des capacités de calcul mises à disposition. Pour quelles raisons ? Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ces calculs, Alors là, c'est secret défense. D'accord, merci. En fait, on a tout un tas... Les militaires, ils ont besoin de faire des calculs de déplacement de fluide. Ouais. Je vous laisse extrapoler. Moi, je parle des types de calculs. Ils résolvent beaucoup d'équations en dérivées partielles. Ils font des calculs de matériaux. Et pour tout ça, le calcul quantique, il est super bien placé. De trajectoires balistiques, etc. Est-ce qu'on peut dire que le quantique, aujourd'hui, c'est comme le nucléaire il y a 50 ans ? C'est une bonne question. En fait, on se pose souvent la question avec nos collègues. Là encore, c'est difficile. C'est des vraies questions d'écosystème. Néanmoins... Mais en termes d'enjeux scientifiques, technologiques, et puis d'applications derrière, qui seront à la fois civiles et militaires, en fait. Ouais, on fait souvent l'analogie, en fait. Et c'est vrai que là, j'ai relu le projet Manhattan et tout ce qui avait été mis en place sur le projet Manhattan. Alors, on ne va pas faire des expériences sur les humains, mais il y a des analogies en termes de multidisciplinarité qui sont requises, de collaboration, de course. Et c'est vrai qu'on se trouve un peu dans le même contexte. Toute proportion gardée. Maud Vinet, on parlait de l'analogie avec le nucléaire. Il y a quand même quelque chose qui a considérablement changé aujourd'hui. C'est l'importance de l'enjeu environnemental. Le quantique, c'est un énorme bouffeur d'énergie, pour faire court. On va essayer que non. En fait, le quantique, on a dit, il accélère de manière exponentielle. Enfin, le potentiel, c'est qu'il accélère de manière exponentielle les calculs. Donc, en accélérant de manière exponentielle, on peut aussi le tourner d'un autre point de vue en se disant on va réduire le nombre d'opérations, donc on va diminuer la consommation énergétique. Ça a aussi un potentiel. Ça a aussi le potentiel de réduire cette consommation énergétique des technologies du digital. C'est un potentiel et donc c'est à notre responsabilité, nous, les entreprises du quantique, de faire en sorte que ce potentiel, il émerge et de travailler avec les utilisateurs pour qu'on soit raisonnable dans nos consommations. Mais ça, je vais dire, c'est un mouvement sociétal d'ensemble. Bien sûr, mais quand vous dites raisonnable, est-ce que la technologie en elle-même peut être particulièrement optimisée ? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire pour éviter justement d'être en surconsommation énergétique ? Je vais peut-être donner des ordres de grandeur. Aujourd'hui, un ordinateur quantique, ça fonctionne à basse température et donc on imagine, il faut faire fonctionner un cryostat. Un cryostat, c'est quelques kilowattheures à comparer avec les mégawattheures des supercalculateurs. Aujourd'hui, quand on achète un supercalculateur, en fait, on achète des tranches de mégawattheures. Donc déjà, au niveau des ordres de grandeur, on est plus bas. Et l'expérience d'IBM, l'expérience de Google, en 2019, a montré qu'on pouvait avoir plusieurs ordres de grandeur de réduction pour un même problème dans la suprématie quantique. On pouvait diminuer
Alors, il n'y a rien qui est optimisé, donc c'est pour ça que je prends des précautions avec les chiffres, mais jusqu'à gagner 2 ordres de grandeur de réduction de consommation énergétique. Et donc, nous, en tant que concepteurs de machines, notre boulot, ça va être de concevoir des machines qui consomment juste ce dont elles ont besoin pour exécuter un calcul donné. Merci Maud Vinet, PDG de Sequans, start-up spécialisée dans la conception de processeurs quantiques à base de silicium. Et rendez-vous dans 10 ans, ou peut-être avant, on l'espère, pour découvrir ces fameux ordinateurs quantiques.